silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never Merci, merci à la section locale d'Alsace et Franche-Comté même, n'est-ce pas? Et merci beaucoup à Roland pour son accueil et aux camarades pour l'organisation. C'est impressionnant de voir tout ce que ça demande et que c'est fait comme ça. Voilà, chapeau et merci. Et bien, vous vous dites le football. Le football, sujet frivole, est-ce vraiment un sujet valable de conférence? Se moquerait-on de nous? Où est donc la grande politique, le combat? Bien, l'intérêt d'un spectacle de masse comme le football réside dans ce qu'il dit de notre monde et de notre époque. Le football est un sport, un spectacle, certes, mais c'est aussi un système, une culture, un monde chargé de signification, un monde qui a une petite avance sur notre monde à nous. Le football se joue avec les membres inférieurs du corps et sert des intérêts marchands supérieurs. Quand un match devient spectacle mondial, le sport devient microcosme d'une nouvelle gestion des foules. En tant que lieu d'expérimentation d'avant-garde, le football permet de prédire certaines tendances futures dans des catégories aussi variées que le showbiz, le vêtement, les enquêtes de police, la gestion de foules en manifestation, les normes de bâtiments recevant du public, la libre circulation des travailleurs sur un marché mondial, ce genre de choses. Le football est le jeu de la balle au pied. Très bien. Dans toutes les traditions, le recours aux membres inférieurs, précisément aux membres inférieurs du corps, est assez déconsidéré parce que cela connote la pesanteur, la partie aptère, la partie matérielle, animale de l'homme en contact avec la terre considérée comme impure. Quant à jouer avec une balle, le scientifique devenu théologien Blaise Pascal, après quelques remarques sur la misère de la condition humaine, faisait cette remarque. Citation, « Ainsi, l'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans aucune cause d'ennui par l'état propre de sa complexion, et il est si vain qu'étant plein de mille causes essentielles d'ennui, la moindre chose, comme un billard et une balle, qu'il pousse, suffisent pour le divertir. » Si on suit les remarques de cet éminent théologien, ainsi, le goût pour le football serait le signe de l'angoisse existentielle à laquelle ne réchapperaient que les gens vains, c'est-à-dire les rustres, et pas n'importe lesquels, les rustres qui s'ennuient. Cet exposé se focalise principalement sur le football anglais. Pourquoi? Parce que la codification du football vient d'Angleterre, parce que l'avant-garde de la culture du football se façonne là-bas, parce que les imbrications entre le jeu, la culture, l'argent, la politique, le public et les stades y sont les plus fortes. Ainsi, nous allons considérer 3 éléments. Numéro 1, le football considéré comme système, comme du point de vue des intérêts marchands. Numéro 2, le football considéré comme une culture du point de vue populaire. Numéro 3, le lieu du football, à savoir le stade et les significations des transformations du stade. Le football comme système, donc. Pour parler du football comme système, il y aurait plusieurs spécialistes qui pourraient objecter qu'on peut prendre la date de 91 ou de 92 au moment du début de la Première Ligue, mais prenons celle de 95, un petit peu plus objectif pour tout le monde, pour tout le football européen et mondial. Certes, des transferts internationaux de joueurs avaient lieu bien avant, mais l'arrêt Bosman va véritablement en 1995 être le détonateur, le point de départ de la libre circulation des joueurs
Et comme par hasard, peu après, de la libre circulation des travailleurs, notamment des travailleurs freelance, par exemple dans l'informatique, qui, du jour au lendemain, un Irlandais va aller travailler en Belgique voilà, ou en France, des phénomènes qui ont permis l'explosion, par exemple, des sociétés et des cabinets de recrutement et des chasseurs de tête. La part des joueurs étrangers dans les 5 grands championnats va beaucoup augmenter, sauf, hélas, dans le football français. Parce que le football français était soumis à des règles d'imposition qui ont beaucoup nui à la capacité des clubs français à attirer des bons joueurs internationaux et donc la capacité des clubs français à vaincre les autres clubs mondiaux en Coupe d'Europe notamment. Une fois de plus, nos règles un petit peu souvent sclérosées et arriérées, on pourrait dire, nous nuisent à nous sur un échiquier mondial. Euh, voilà un peu ce qu'on peut dire dans cette première date clé. On va retenir 95. Et deuxième date clé, ça sera juillet 2003 avec notre ami Roman Abramovich, lorsque ce personnage, qui est russe d'origine, en tout cas de nationalité, va acheter le club de Chelsea. Chelsea, un des clubs de Londres. Donc Roman Abramovich quitte la Russie, achète le club de Londres et va en fait être le premier à cette époque-là, suivi peu après par la famille Glazer, qui va racheter Manchester United, à faire des achats de clubs qui sont opérés par des systèmes de financement assez complexes, avec effet de levier. On rachète les dettes avec effet de levier, et puis par le merchandising, on fait tourner l'économie de ce club. Il est possible, disent certaines mauvaises langues, que ce soit un moyen de laver de l'argent sale, entre autres. Euh, Ce sera le deuxième point de repère, 2003. Et après 2005, c'est la famille Glazer qui achète Manchester United. À partir de là, c'est le signal, c'est la curée. Et des tas de financiers mondiaux, d'entreprises mondiales, de familles d'Arabie saoudite ou vraiment de tous les pays d'Indonésie vont acheter des clubs voilà, qui a priori ne payent pas de mine, des petits clubs, des Fulham, des Bristol, etc. Voilà, ça ce sera pour voilà, les grands financiers qui achètent les clubs. Une manière d'illustrer notre propos, assez amusante, ce sont simplement, tout bêtement, ce qu'on voit le plus et qu'on oublie même de regarder à force de le voir, ce sont les maillots, les sponsors maillots. Les sponsors maillots en 92, regardez quels ils étaient. Ici, donc, on parle bien du championnat anglais de Première Ligue. Toutes les équipes n'y sont pas, mais la plupart y sont. Vous avez des sponsors qui sont principalement des marques de haute technologie ou encore des industries. En 92, ce sont encore des industries, et souvent des industries locales, qui sponsorisent l'équipe locale. Par exemple, ici, vous voyez, Peugeot sponsorise Coventry City. Pourquoi? Parce qu'une grande usine Peugeot est basée à Coventry. Euh, c'est, euh, ou alors, est-ce qu'on peut prendre un autre exemple? Sharp, bon, Sharp a sponsorisé United pendant longtemps, mais ici, par exemple, le club de Norwich est sponsorisé par une marque d'assurance locale, Norwich and Peterborough. C'est ce genre de choses. Et alors, on peut le voir ici plus nettement qu'à cette époque-là, des marques de bière pouvaient encore apparaître sur un maillot de manière normale. Ça, c'est une marque de bière aussi, Macallan Lager, ce genre de choses. Et, si on fait un peu un graphique de ce que l'on vient de voir, on se rend compte que on se rend compte que la plupart des sponsors maillots en 92-93, lors de cette saison-là, étaient des marques issues du domaine de la haute technologie ou de la construction ou de la production de bière ici ou de la production automobile, industrielle. Finalement, si on prend ce graphique et qu'on part de Coventry City ici dans l'automobile et qu'on fait tout ce chemin jusqu'à construction ici Southampton, eh bien, on voit que les marques qui tenaient le haut de la scène dans le paysage européen et mondial sont encore des marques productives. L'Europe était encore une zone où on produit des biens et services utiles, et notamment ici des biens. Il s'agit, comme vous le voyez, de biens. Le reste, c'est un peu à la marge. Bon, pharmacie, on le retrouve beaucoup plus tard, donc on peut dire qu'ils sont déjà des précurseurs. Mais vous voyez ici, clothing, c'est-à-dire l'industrie textile, était encore présente à cette époque-là, qui sponsorisait Leeds ou ici Oldham Athletic, c'est la région de Manchester. Et bon, vous le voyez, principalement des biens.
des biens manufacturés et des choses qui émanent de l'industrie et de l'industrie locale. Et en 2024, qu'en est-il de ces sponsors maillots, ce petit repère qui nous permet de voir où en est un peu l'économie mondiale finalement, puisqu'il s'agit ici des marques qui veulent être vues, qui investissent et qui ont besoin d'exposition. Eh bien, ça, ce sont celles du championnat de 2023-2024, si je ne fais pas d'erreur, ou celles de cette saison. Ça, c'est celle de la saison dernière, donc 2023-2024. Eh bien, lorsqu'on en fait le décompte de ces marques, nous voyons que, bon, on peut regarder la suivante, nous voyons quoi? Que la plupart, la grande majorité des marques qui sponsorisent du football de Première Ligue, qui est le championnat le plus regardé au monde, eh bien, ce sont quoi? Ce sont des marques de gambling, de paris. Ce sont des marques pour faire des paris en ligne. On a vraiment changé d'époque et de planète, vous le voyez. Et puis, pour le reste, la partie technologie, qui était presque une des parties majoritaires, ici ne représente qu'un club avec United. Et puis, le reste, c'est des services financiers et deux sociétés de compagnies aériennes, finalement. Voilà, on est vraiment arrivé ici dans une tertiarisation totale de l'économie, on le voit. Voilà. Si on en fait le détail même un petit peu plus précis, on voit aussi encore une chose, c'est que les services financiers, voilà, services financiers plus gambling, il s'agit simplement de faire que de l'argent fabrique de l'argent. C'est peut-être même le secteur quaternaire, ça, c'est du service au service. Il représente quasiment trois quarts du total, vous le voyez. Et il y a une marque, un club qui se paye le luxe tout de même de n'avoir aucun sponsor. Ça, c'est assez rare. C'est donc ici Chelsea. Voilà, et vous le voyez sur cette petite infographie, les pays propriétaires des clubs sont tous sauf locaux. Aucun, aucun consortium, aucune entreprise, aucun fonds d'investissement ne vient d'Angleterre pour acheter des clubs anglais. Vous voyez ici, c'est États-Unis, Arabie Saoudite, Grèce, Suisse, Chine. Et ça, je ne l'ai pas dit parce que je sais même ce que c'est. C'est pas Palestine en tout cas, mais c'est l'Irak. C'est comment? Émirats Arabes Unis. Voilà, tout à fait, qui a acheté donc City. Les gens d'Émirats Arabes Unis qui ont acheté le club de City. Mais la plupart des consortiums viennent des États-Unis. Nous le verrons peut-être un peu plus tard, parce que ce sont des établissements qui achètent plusieurs clubs à travers le monde. Par exemple, le club d'Everton est acheté par John Textor, qui détenait aussi Lyon, et un club en Belgique qui s'appelle Molenbeek, RWDM. C'est quand même assez, enfin voilà, c'est quand même assez particulier. Et d'ailleurs, souvent, beaucoup de colère populaire va contre ces investisseurs parce qu'ils sont souvent accusés de couler les clubs. Une fois qu'ils arrivent, souvent les supporters ne sont pas très contents. Et ils n'ont pas leur mot à dire, hélas, 100%. Voilà. Et donc ici, on voit que 80% des clubs sont gérés depuis l'étranger. Et en Angleterre, sont gérés depuis l'Angleterre. Tout de même, 4 clubs ici. Il reste quoi? Tottenham, West Ham, Brighton, Brentford. Ça fait 4 sur 20. C'est peut-être la note, enfin, c'est peut-être la note qu'on peut mettre du point de vue moral à la dérive d'un sport populaire. Bien. Et la question des droits télé entre en ligne de compte aussi pour illustrer notre propos sur le football comme système, le football et l'argent. On va faire court, mais vous le voyez, depuis les années 90-92, nous avons des montants de droits télé qui, ici, ont pris beaucoup plus que x3. Et nous en sommes ici, dans les années les plus récentes, à 1,6 c'est des 1,6 milliard de pounds, quoi. Donc voilà, bon, des fortunes, vous le voyez. Et on peut voir sur le graphique suivant que de tels montants sont principalement dévolus à la Première Ligue, au championnat anglais, qui s'appelle Première Ligue, par un drôle de mystère, mais souvent ils aiment bien prendre des mots de chez nous pour illustrer vraiment des domaines, enfin voilà, des domaines qui ont une forte empreinte, voilà, qui sont empreints de beaucoup de prestige. C'est un peu leur petit snobisme à eux, alors que nous, souvent, le nôtre, c'est de parler quoi anglais. Bon, c'est curieux. Bien, et vous le voyez, la petite Ligue 1, surnommée la Ligue des Campagnards en anglais,
elle a les droits télé les moins élevés. Toutefois, voilà, 580 millions on parle en pound ici. Voilà. C'est, voilà, les gens veulent regarder le football, veulent le regarder de chez eux ou depuis un pub. Tout ça se monnaie, se paye. C'est un spectacle de masse qui était autrefois un spectacle local pour les passionnés locaux de la région ou de la ville. Et aujourd'hui, tout le monde veut le regarder, tout ça se paye, se monnaie. Voilà. Et en ce qui concerne le football comme système, l'exposition visuelle, les gains de notoriété que donne la retransmission d'un match de football sont à ne pas sous-estimer aussi du point de vue idéologique. Toute la campagne No Room for Racism, qui a été lancée en 2019 et qui continue jusqu'à aujourd'hui, est assez éloquente de ce point de vue. Évaluer le temps d'exposition de ce message par match, sachant qu'il est en incrustation à la télé, de ce que vous voyez, dans l'image que vous voyez, ce message No Room for Racism, pas de place pour le racisme. C'est pas non au racisme, c'est pas de place pour le racisme. No room, c'est même, on dit cette expression notamment quand on met un vêtement pour avoir de l'air ou pour dire qu'on a de la place. Enfin, là, je ne sais pas si le message quelque part c'est de dire no room for raciste. Enfin voilà, si vous êtes encore chez vous et que vous voudriez y rester, il n'y a pas de place pour vous. Il y a un drôle de message qui est passé. Et ce message-là, souvent les publicitaires compte de l'intérêt de poser leur marque sur un endroit en se demandant combien de fois ce message va être vu pendant telle période. Et ici, à votre avis, pendant 90 minutes que dure un match de football, combien de fois ce message va être vu? Sachant qu'il est sur la manche droite de tous les joueurs du terrain et qu'il est sur des drapeaux au début et à la fin du match, et en plus en incrustation sur la télé. C'est vraiment du bourrage de crâne, quoi. C'est quand même hyper violent. La manche droite d'un footballeur, quand il y a des replays, quand il y a des actions terminées, vous savez que le joueur qui vient de faire une belle tentative de passe ou de tir est filmé, il revient pour se replacer avec le commentateur qui parle sur lui. Souvent, il revient se replacer en arrière, on voit bien sa manche droite. Je peux vous dire que tout est fait pour que ce message-là soit vu peut-être 100 fois, 200 fois, 500 fois pendant un seul match de 90 minutes. No room for racisme, ça devient un leitmotiv dans votre tête après ça. C'est quand même une idée pour évaluer la puissance du système de ce point de vue-là. Bien, sur la partie football comme système, encadré à retenir, à apprendre par cœur, nous passons en quelques années depuis les deux, si vous voulez, les deux points de repère, 92, lancement de la Première Ligue, anciennement League One, First Division, pardon, championnat de First Division de football. Nous passons à Première Ligue en 92 et en 95, c'est la loi Bosman qui libéralise les transferts et donc les joueurs sont achetés, vendus, prêtés comme des marchandises. Eh bien, nous passons d'un système local à un système mondial. Avant, nous avions un système local avec des joueurs souvent formés dans la région ou connus comme tels. Et tout d'un coup, il y a un marché qui permet d'aller acheter à gauche, à droite, partout et tout le temps, de nouveaux joueurs. Les joueurs deviennent comme des acteurs qui attendent d'être pris pour un tournage. C'est aussi un avant-goût de notre monde du travail, avec la manière qu'on a actuellement de montrer, de lancer sa candidature, en se mettant notamment sur des sites de recruteurs, d'intérim, qui vont ensuite vous contacter, vous. Mais il est assez rare, soi-même en ayant une compétence, de dire « je veux travailler chez vous, faites-moi de la place ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe souvent. Le système des financiers qui rachètent des dettes par effet de levier, les performances beaucoup scrutées par statistiques, KPI, qui signifie Key Performance Indicator, les indicateurs clés de performance. Cela permet d'alimenter quoi? Le marché des transferts pour repérer un joueur qui a fait 8 passes sur le dernier 8 passes bien vues sur le dernier match. Tiens, celui-là, il va être intéressant parce qu'il a eu la balle, je vais dire n'importe quoi, mais 54% du temps pendant les 5 derniers matchs. C'est comme ça que les recruteurs identifient, les agents aussi identifient un bon joueur, une valeur montante, disons. De la même manière, où sont utilisés les KPI? Eh bien, sur tout le domaine des paris, qui prend une énorme place. Beaucoup de gens qui soit ne travaillent pas, soit ont du temps pour faire des paris sportifs, eh bien, scrutent les statistiques. C'est un nouveau monde, quoi. Le monde du football, qui était un peu un monde
de la performance technique, du geste fin, du jeu collectif, comme l'avait expliqué notamment un philosophe un sociologue comme Jean-Claude Michéa dans son livre Le plus beau but était une passe, devient un sport de performance individuelle, personnelle, entièrement codifié par statistiques. Et on peut tout codifier, c'est incroyable. Si le joueur est tombé par terre, combien de temps il est resté, ou tout. Mais c'est incroyable ce qu'on peut codifier par des statistiques et qui se génèrent souvent par intelligence artificielle en plus. Les statistiques sont utilisées pour cela. Recherche de la neutralité parfaite, ça j'en ai pas parlé, c'est que vous pouvez comparer un match d'il y a 35 ans à un match d'aujourd'hui. Les arbitres sont devenus souvent des armoires à glace qui ont des gestes de policiers. Ils sont plus du tout émotifs comme pouvait l'être, si vous vous souvenez, Pierluigi Collina. Vous vous souvenez de ce grand Italien chauve qui avait une tête terrible et qui faisait peur aux joueurs presque par les mimiques qu'il faisait. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on a l'impression d'être face à des policiers anglais. Vous savez, les gestes minimaux comme ça, avec enfin, vraiment des directions montrées par la main. Et là, on sent que tout est hyper maîtrisé, comme presque un agent qui ferait la circulation, quoi. Et oui, le VAR aussi, on recherche l'objectivité absolue par le VAR, la vidéo assisted referee, c'est-à-dire on n'en est pas encore à l'intelligence artificielle pour faire l'arbitrage, mais c'est que la vidéo aide des arbitres hors champ à prendre la décision, la bonne décision, par exemple dans des cas de hors-jeu, des choses comme ça. Ce qu'on recherche peu à peu, là, vous voyez, c'est qu'on passe d'un football organique à un football robotique, objectif, hein. On était dans un football encore subjectif, celui de la beauté, de la grâce, de l'inspiration. On va passer de plus en plus, en tout et pour tout, à un football robotique. La mondialisation a permis de diversifier les revenus des clubs, notamment non seulement par les places dans les stades comme avant, mais par les droits télé, les boutiques, les produits dérivés, la publicité, la zone de chalandise autour du stade, les événements qui sont faits dans des stades, et bien sûr, le foot féminin. Et peut-être d'autres types de foot à l'avenir. Mais enfin, voilà, on pourrait en parler parce que le foot féminin, est-ce que c'est vraiment une avancée? Je ne sais pas. Et une des questions un peu subversives dans cet exposé, c'est de comprendre si le football a-t-il progressé du point de vue de la qualité des performances ou baissé? Ça, c'est une grande question. Il y a enfin, on pourra le voir un petit peu plus tard. Des entreprises achètent plusieurs clubs à travers le monde, et y compris ici un club de foot, ici un club de foot américain, et peut-être que demain, il y aura du foot américain en Europe et un développement encore plus grand du soccer, comme ils disent, aux États-Unis. C'est un des buts recherchés, c'est de faire des joint ventures et d'ouvrir des franchises à gauche, à droite, peut-être une franchise de tel ou tel club français, anglais, allemand, dans un pays étranger ou dans un continent étranger. Beaucoup d'artifices, bref, pour montrer que le niveau a plutôt baissé. Voilà, c'était pour la partie le football comme système. La partie qui nous intéressera le plus aujourd'hui, c'est la partie du football comme culture, vue du point de vue populaire. Et ici, nous aurons beaucoup à dire, ne serait-ce que sur cette photo aérienne de la ville de Liverpool, plutôt des hauteurs de la ville de Liverpool, qui permet de comprendre une ou deux choses. Liverpool, ville portuaire, ville ouvrière, ville des Beatles, ville d'immigration irlandaise après la grande famine de l'Irlande, qui est le pays juste en face de Liverpool. Et ici, vous avez deux stades qui se trouvent à 900 mètres l'un de l'autre, séparés par un parc. C'est le stade bleu ici de Everton et le stade ici de Liverpool FC. Lequel des deux clubs a été fondé le premier? Eh bien, c'est celui un petit peu de manière contre-intuitive, de Everton FC ici. C'est normal, il est situé dans le quartier de Everton. Club fondé par des ouvriers, par des gens de milieu populaire en 1878 et qui s'appelait autrement, qui avait le nom d'un saint, c'était San Domingo à l'époque. Cette empreinte catholique de la ville de Liverpool, d'immigration irlandaise, ce genre de choses. En réaction à ce club, le club de Liverpool FC a, lui, été fondé quelques années plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, par des francs-maçons. Comme souvent en Angleterre, beaucoup de petits combats sociaux, idéologiques, voire religieux, ont vu comme cadre d'expression le football. Et ici, même encore pour la petite histoire, Everton était dans ce stade-là, dès 1878, dans le stade d'Anfield, là, le stade en rouge au premier plan, et Liverpool FC a racheté ce stade-là et a évincé, comme un propriétaire qui exproprie de malheureux ouvriers résidant dans leur petite cabane, et a exproprié Everton qui est allé ici.
Voilà, c'est ça pour la petite histoire. Et la guéguerre du derby local, ce qu'on appelle le Merseyside Derby, puisque c'est la région locale qui s'appelle comme ça, est assez forte. Et vous voyez tout autour des stades, vraiment, mais collés à quelques mètres, ces petites maisons ouvrières où habitent encore aujourd'hui des gens, et historiquement, les gens qui avaient fondé le club, avec les écoles locales, avec les casernes locales, etc. Un fort Heimat dans ces régions-là, enfin, dans les régions anglo-saxonnes et dans toutes les régions d'origine un peu germanique. Et même ici en Alsace, vous le voyez, on est d'une ville, d'un coin, on en reste, on y reste. Souvent, on a ses grands-parents, ses arrière-grands-parents qui étaient nés à 2 ou 3 rues d'ici. Et c'est le cas aussi là en Angleterre. Et prenons maintenant l'exemple de Londres. Londres, on va pouvoir en parler pour le foot, mais aussi pour bien comprendre d'où vient le foot. Vous l'avez vu pour Liverpool, ce sont des ouvriers qui avaient fondé leur club. Parce qu'il s'agissait pour des ouvriers qui travaillaient dur toute la semaine. Le samedi après-midi, ils étaient libres à partir du samedi midi. Et le samedi après-midi était le jour de match, le jour de détente. Les ouvriers jouaient au foot et fondaient leur club. Et peu à peu, à la fin du 19e siècle, enfin dès les années 1860-1870, se créent partout à travers ce pays différents clubs de foot, chacun ayant une histoire propre, souvent une histoire religieuse, des ouvriers anglicans, des ouvriers parfois puritains, des ouvriers catholiques, ou alors même des autres religions locales, presbytériens, épiscopaliens, etc. Mais surtout beaucoup plus une forte empreinte liée au métier, à la catégorie socio-professionnelle. Nous allons le voir un peu plus tard. Et vous voyez là que pour une ville comme Londres, il y a plus d'une quinzaine de clubs professionnels. Pensez qu'à Paris, nous en avons peut-être 3. Si on prend Paris SG, Paris FC, et peut-être un autre genre Red Star ou quelque chose comme ça. Nous avons peut-être 3 clubs professionnels à Paris, en tout et pour tout. Bien, cela est l'occasion aussi de vous parler de la ville de Londres pour faire un petit détour, disons, socio-psychologique. Allez, risquons le terme. Vous voyez cette immense ville qui est à peu près grande comme Paris extramuros, c'est-à-dire quasiment comme l'Île-de-France. Elle est traversée de part en part par un fleuve qui va s'agrandissant jusqu'à son delta, qui se jette dans la mer, pas très loin, pas plus loin pas plus que 50 km après Londres, après la grande conurbation de Londres. Eh bien, ce grand fleuve, c'est la Tamise. La Tamise est un fleuve qui est large comme 3 à 4 fois la Seine et qui est profond comme 2 à 3 fois la Seine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça fait? Ça permet un fleuve comme ça, de faire passer à l'intérieur, de faire remonter le courant à des bateaux de fort tonnage, des bateaux qui sont faits pour traverser les océans, comme l'océan Atlantique notamment. Donc, on, le, on ne le suspecte pas comme ça quand on va visiter Londres aujourd'hui, mais ce fleuve, jadis, était mais surchargé de centaines et en fait de milliers de bateaux qui étaient comme ça amarrés au milieu du fleuve ou alors sur les quais afin d'être déchargés, qui attendaient d'être déchargés. Il y avait tellement de bateaux à décharger que les ouvriers avaient une surcharge de travail, ne pouvaient pas effectuer le travail dans les temps. Et la plupart des bateaux étaient amarrés comme ça au milieu du fleuve. Il est même dit qu'à certaines périodes de l'année, on pouvait traverser le fleuve de part en part, un fleuve de plusieurs centaines de mètres de large, le traverser de part en part, à pied, en passant de bateau en bateau. Vous voyez ce fleuve qui se tord un peu, qui forme des petits méandres ici. Si on veut être un peu poète, il peut nous rappeler peut-être des intestins. Et c'est une manière de voir et de comprendre Londres et l'origine de sa fortune. C'est qu'il s'agit vraiment d'une ville, d'un pays qui a agi comme l'intestin du monde à une certaine époque, notamment entre le XVIe siècle et le début du XXe siècle. Parce que ce pays est en lui-même assez âpre, assez inculte, donnant par exemple peu de blé, avait besoin d'importer la plupart des produits nécessaires à sa survie. Le raisin, les fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de matières premières devaient être importés. Très tôt, ce pays s'est tourné vers le commerce maritime, vers l'importation. Et au XIXe siècle, tout début du XIXe siècle, 1802, 1803, 1804, qu'est-ce qu'on commence à faire pour soulager le fleuve? On commence à creuser des quais
à plusieurs endroits de la ville, on commence à creuser des quais comme ça, des quais qui sont des débarcadères avec des entrepôts pour décharger les marchandises et les mettre en sûreté. On avait très peur des voleurs à l'époque. Pourquoi on parle de cette date? C'est parce qu'il faudra un jour peut-être en refaire l'étude, mais c'est qu'en pleine guerre napoléonienne, enfin en tout cas appelée comme telle, je ne sais pas si c'est vraiment le nom juste pour ça, pensez que cette ville qui voulait dominer le monde, normalement aurait dû passer à une économie de guerre, strictement, enfin se rabattre sur le strict nécessaire, pas du tout. C'est le moment qu'elle choisit pour faire d'immenses investissements dans des quais de débarquement de marchandises, et même pour redéclarer la guerre à la France en 1803. C'est très curieux que des marchands, tout ce monde des parlementaires Whigs et des marchands coalisés dans des clubs, notamment des clubs francs-maçons, aient voté et investi de leur poche autant d'argent pour construire cela. Bien, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que simplement, ces nouveaux marchés ont nécessité de faire venir des quantités immenses d'ouvriers dans la ville de Londres qui a doublé sa population très vite entre le 18e et le 19e, entre avant et après les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Et ici, nous voyons sur un petit gros plan, une chose peut-être intéressante, c'est que la région qui est ici, qui est la région est de Londres, eh bien, comprenait déjà, après 1870, les lieux de ces principaux clubs de foot cohérents avec l'emplacement des principales industries, des principales usines. Ici, Charlton, en bas, sur la rive sud. Sur la rive nord, vous avez la région de West Ham, qui est une région d'aciérie, de forgerie. Ici, vous avez les docks de Victoria. Et d'ailleurs, le stade de West Ham était situé ici, là, au-dessus de Canning Town. Et alors, le grand rival de West Ham étant qui? Étant Millwall, situé ici, dans cette boucle. On a peut-être déjà entendu parler des guerres de hooligans entre West Ham et Millwall, elles viennent de là. Et comment comprendre que des prolétaires, au lieu de s'unir en comprenant leurs intérêts communs, se soient fait la guerre à ce point? C'est que ces différentes factions se sont souvent rejetées la responsabilité l'une l'autre d'avoir fait échouer les grèves, les terribles grèves qui ont eu lieu au 19e et 20e siècle. C'est-à-dire que ces gens-là n'étaient pas forcément encartés ou syndiqués, mais ils ne croyaient pas au combat social vraiment en le théorisant beaucoup, comme nous on a fait. Par contre, ils ont eu des grèves terribles où ils ont mis leur peau sur la table. Et ces grèves et ces manières de lutter leur ont fait développer des tas de systèmes internes d'entraide. Alors, c'est une étape pour comprendre comment un peuple vraiment à l'inverse de nous, a pris à tout miser sur la vie pratique, concrète, plus que sur la théorie, pour laquelle nous sommes très bons. Eh bien, pour se faire une idée de l'importance du monde ouvrier au XIXe siècle, ce sont deux peintres français qui nous ont le plus aidés, finalement, notamment Gustave Doré, qui est aussi, par exemple, illustrateur des Fables de La Fontaine ou de La Divine Comédie de Dante, en entier contre-culture. Et ici, vous le voyez, Gustave Doré arrive à Londres en 1870 et il la dessine. Et il est stupéfait de voir cet enchevêtrement de mâts et de bateaux et de cordages sur les rives, ou de voir le nombre de bateaux qui passent dans le port, enfin dans ce qu'on appelle le Pool of London, la partie la plus large du fleuve. Et de voir toute cette vie dont tu as très bien parlé, par exemple, d'autres auteurs français comme Céline, comme Paul Morand. Et il est curieux aussi de voir que quelqu'un comme James Tissot est aussi un peintre français qui a le mieux décrit ce monde-là, puisque, comme souvent, on s'étonne le plus de ce qui est nouveau pour nous. Il y a, il y a assez peu de peintres anglais qui ont montré, vous voyez, cette idée de la puissance vraiment telle qu'on peut la voir ici, la quantité d'argent que ce monde a généré, dont on n'a plus idée aujourd'hui, parce que l'argent aujourd'hui est beaucoup dématérialisé, on ne le voit pas. Mais rendez-vous compte ce que c'était que l'idée et la force que pouvait ressentir, enfin, je sais pas, ouais, ouais, la confiance en soi que pouvait ressentir un jeune cadet qui venait de finir son école de guerre avant d'être envoyé prochainement, je sais pas, en Inde pour aller pacifier la région, disons. Enfin, il y a vraiment une immense idée de la puissance et les peintres français l'ont très bien représenté. C'est incroyable de voir ce petit pays qui a régné sur
quasiment la moitié du monde, qui avait toute l'Inde, l'Australie, un nombre d'îles incalculable, et la moindre petite île des Caraïbes, comme la Barbade, enfin, rapportait des quantités d'argent. Des auteurs locaux ont décrit ça. C'est époustouflant parce que vous plantez 1 km² de canne à sucre à la Barbade, ça vous permet de produire du rhum, et celui qui a fait ça touche de l'argent sur tout. Il touche des impôts, enfin, il touche des impôts fonciers sur la plantation elle-même. Il touche sur l'embouteillage de l'alcool. Enfin, il a une entreprise de bateau qui est à lui. Des auteurs ont décrit ça, c'est quelque chose d'époustouflant. Et ici aussi, une fête donnée sur un bateau. Enfin, voilà, une autre idée de la puissance. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette immense bourgeoisie qui se remplit les poches d'une manière comme peut-être jamais on l'a vu dans le monde depuis Babylone à cette époque-là, en fait, elle est servie par un prolétariat qui, lui, vit dans des conditions beaucoup plus dures, dans des petites maisons, et son monde, à lui, à ce prolétariat, c'est principalement, finalement, le bord du fleuve, les docks, le déchargement, c'est-à-dire tout le personnel qui sert à décharger les marchandises. Métier très dur, très risqué, dans le froid, ça pèse lourd. On a ça aussi, on a eu ça aussi hein, chez nous, assez tôt à Bordeaux, à Nantes, à Marseille, au Havre, mais pas dans les proportions que ça représentait là-bas à Londres, qui est une ville fluviale qui en fait servait de débarcadère maritime. Et ce monde tel que les ouvriers de West Ham étant symbolisé par, vous le savez, par deux marteaux croisés, ce n'est pas deux piolets croisés, c'est deux marteaux croisés, eh bien, ce club-là les ouvriers de ce club-là étaient confinés entre le lieu où ils travaillaient, qui sont les aciéries, les forgeries, Becktown, Canning Town, et leur stade de foot le week-end, où ils allaient voir leurs copains jouer ou bien jouer eux-mêmes, et puis leur église le dimanche. Ces gens-là ont existé et finalement leurs descendants se sont transmis la carte de membre du club et sont restés très fidèles dans un enracinement typique à leur club. Et ça a donné jusque dans les années 60 à aujourd'hui des gens qui, de l'adolescence à la retraite et même à la mort, demeurent fidèles. Ils mettent un point d'honneur à demeurer fidèles à leur club et à continuer à le suivre toute leur vie. Et c'est assez curieux si un jour vous avez l'occasion de voir ce que ça peut donner de voir le physique de ces gens-là. Ces ouvriers-là ont presque gardé le même physique jusqu'à aujourd'hui, même si les aciéries n'existent plus voilà, et que ces gens-là font d'autres métiers aujourd'hui. Je le dis, c'est vraiment des types comme ça, des types de 50, 60, 65 ans qui se retrouvent entre potes, qui boivent et vous voyez, quand vous les voyez, qu'il ne faut pas plaisanter avec eux et qu'ils aiment. Qu'ils aiment encore aujourd'hui la baston, aller crier contre les gars d'un autre club quand ils les voient défiler devant eux, et qu'il faut que la police soit là, sinon ça va barder, quoi. Et là, ici, pour la petite histoire, ce monsieur qui est ici en bas à droite, habillé en noir, qui s'appelle Bill Gardner, est une vraie légende locale. Et là, c'est lui, c'est le même, mais 40 ans plus tôt, donc c'est fin des années 70. Voilà, bon, après, ça reste des gens qui restent ensemble toute leur vie, qui se connaissent toute leur vie et qui, voilà, de l'école à la mort, ils se côtoient. Ça vous donne, enfin, voilà, ça vous donne une idée de ce que peuvent donner après contre un autre club qui aurait des fans symétriques, le degré de violence qu'il peut y avoir dans les bastons. Voilà. Et maintenant, pour continuer sur notre petit crochet historique, Londres, Liverpool, Manchester, trois villes très importantes pour comprendre quoi? Pour comprendre, nous l'avons vu, que beaucoup de fans, d'engouement populaire pour le football vient dès le 19e siècle des industries, des usines et des docks de débarquement, notamment pour les trois principales villes de dock qui sont Londres, Liverpool et Manchester. Liverpool est ici, c'est au bord de la mer en face de l'Irlande, grande ville de dock, on va en reparler tout à l'heure. Manchester n'est pas au bord de la mer, Manchester est un petit peu plus dans les terres, mais c'est une ville de francs-maçons producteurs de coton qui ont exigé à un moment au 19e siècle d'avoir un accès à la mer. Et pour ça, ils ont fait creuser un canal à travers le pays, à travers la campagne, qui allait directement jusqu'à chez eux, jusqu'à leurs usines dans la ville de Manchester, et qui permettait de faire passer des bateaux de fort tonnage.
Donc Londres, Liverpool, Manchester, trois villes très importantes pour leur débarcadère. Les docks ici en bas de Manchester, en bleu. À droite, ceux de Liverpool, très nombreux, qui aujourd'hui, la plupart sont comblés ou alors leurs entrepôts servent de maisons d'habitation. Bon, pas tous. Par exemple, les docks enfin, les entrepôts du tabac à Liverpool, qui sont des bâtiments grands comme Beaubourg, époustouflants. Au 19e siècle, c'était les plus grands du monde. C'était les plus grands bâtiments euh, d'entrepôts du monde. Et ici, Londres aussi, nous l'avons vu avec ces différents quais le long de la Tamise. Bien. Et donc, un point commun dans ces trois villes, c'est que ce sont trois villes de docks. Il faut bien comprendre qu'entre 1560 et 1960, c'est Londres et Liverpool, puis ensuite Manchester à partir du 19e siècle, vont être des villes de dock et de débarquement d'importation et d'exportation de matériel, de marchandises très importants. Et puis, il y a un choc au début des années 60. Entre 1960 et 62, il y a vraiment un choc qui bouleverse le monde entier, l'Europe en particulier, et l'Angleterre encore plus en particulier. Pourquoi? Souvenons-nous de tout ce qui s'est passé dans ces années-là et qui étaient peut-être des années rêvées pour ceux qui l'ont vécu, parce qu'elles devaient être des années très, très douces, très calmes, avec l'idée d'un progrès. Euh, j'ai entendu des gens de la génération 1950-1960 dire pique-pente des années 1990. Or, pour moi, et peut-être pour vous aussi, c'est les années de votre enfance. Les années 90, quand j'y repense, me font penser à une période de calme, de calme plat, de paix, enfin une époque merveilleuse, alors que ceux qui l'ont vécu en étant déjà adultes disent ah non, pas du tout, c'était l'horreur justement, il n'y avait plus d'URSS, donc ça voulait dire que le côté brutal du commerce mondialisé était en train de tout dévaster. C'était une époque très triste avec la première conférence de Rio, les prodromes du battage sur le climat, les débuts de la fortune des Bourdieu ou des familles, des grandes familles pharmaceuticales, ce genre de choses. Bien, qu'est-ce qui se passe en fait en 1960 par contre? En toile de fond de ce progrès réel vécu, eh bien, il y a une grande baisse de la pratique religieuse et de nombreuses réformes. Vatican II, presque du jour au lendemain, a vu la fréquentation des églises baisser entièrement. Aujourd'hui, on se dit, oui, mais alors, c'est pas très important. C'est important parce que ça fait passer des tas de pays qui étaient au premier plan de l'économie mondiale et qui tractaient le monde, ça les fait passer d'une situation de société traditionnelle à une situation de société de loisirs. Baisse de la natalité, c'est la fin du baby boom, les années 1960. C'est le début de l'immigration de masse, il y a peut-être un lien. C'est la fin des colonies. Pour l'Angleterre, eh bien, c'est la fin des Caraïbes, de l'Afrique, de Singapour, de l'Inde. Vraiment, enfin, l'Inde, c'était depuis 1947. Mais en tout cas, c'est la fin du prestige symbolique de l'emprise sur des endroits, sur des régions fabuleusement giboyeuses, riches et, et- et aptes à la culture, quoi, et propices à des tas de cultures et à des tas enfin voilà, je sais pas, il y avait de l'or en Inde, il y avait des pierres précieuses, ce genre de choses. C'est la baisse de la production industrielle début des années 60 et la hausse du tirant d'eau de la plupart des bateaux de commerce. Et c'est le début de ce qu'on appelle la conteneurisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour faire simple? Ça veut dire tout simplement que des docks d'eau qui sont en eau moyenne, comme ceux de Londres, de Liverpool ou de Manchester, ne sont plus compétitifs. C'est plus là qu'on va pouvoir débarquer des énormes supertankers qui commencent à voir le jour. Voilà, tout d'un coup, ces régions-là vont devenir moins intéressantes pour le commerce mondial. Effondrement du commerce maritime à cette époque-là, vers 1960-62. Oui, mais qu'est-ce qui se passe aussi à ce moment-là, en 1962? Eh bien, la société change complètement, comme l'a chanté Claude François. Dans sa chanson cette année-là, il parle quand même de l'année 1962, qui est une catastrophe sur des tas de points. On peut dire que c'est une catastrophe, par exemple, enfin, je ne sais pas si on veut être très provocateur, on peut dire que c'est une catastrophe que les colonies s'arrêtent. Par exemple, les colonies, c'était peut-être bien, ça permettait peut-être de civiliser ou en tout cas d'aider à monter, d'aider à tirer vers le haut des gens qui en avaient peut-être besoin. Et avoir interrompu ce processus, peut-être qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. Enfin, on peut voir les choses comme ça, vous voyez. Bon, peut-être que peut-être que je suis descendant d'une famille de médecins coloniaux et c'est pour ça que je pense comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, disons qu'en 1962, tout d'un coup,
Fin de la société traditionnelle, oui. Les nations religieuses et productives deviennent des sociétés de loisirs et de consommation. Et on va observer une curieuse reprise, un curieux passage de témoin. Ça commence dès 62 par qui? Par les Beatles. 62, 63, 64. Après leur tournée là, aux États-Unis, je crois en 64, ça devient des stars mondiales. Les Beatles, d'où ils viennent les Beatles? Eh bien, ils viennent de Liverpool, la ville ruinée, la ville promise à la catastrophe, à la ruine. Et c'est même curieux, certains de ses membres, notamment Ringo Starr, vient d'une famille de dockers. Un autre, je crois que c'est George Harrison ou c'est celui qui vit encore. Celui qui vit encore et qui s'appelle. Et McCartney, tout à fait, merci. Lui vient d'une famille de marins, par exemple. Et alors, comme par hasard, un fils de marin, un fils de docker, eux, ils vont pas reprendre les métiers de leurs parents, mais ils deviennent des chanteurs qui règnent sur le monde à nouveau, par un prestige symbolique. Ok, plus par un prestige monétaire, matériel, d'exportation et d'importation de marchandises qui fait que des bateaux estampillés Liverpool sillonnent le monde, mais tout d'un coup, ce sont leurs chansons qui vont, par les ondes, eh bien, régner sur le monde. C'est quand même assez curieux. Et après les Beatles, on aura des tas d'autres clubs comme Jerry and the Peacemaker, Flock of Seagulls, Frankie Goes to Hollywood, The Last, etc. Plein d'autres clubs qui vont. euh, Plein d'autres clubs, vous voyez. Je fais un lapsus parce que la musique et le football sont très liés, mais plein d'autres groupes de musique qui vont régner sur le monde. Et on aura vraiment un ordre avec Liverpool qui commence avec les Beatles, suivi de très près par Londres avec Rolling Stones. Les Stones, eux, c'est les petits malins, plus de la bourgeoisie londonienne, un peu plus, comment dire, un peu plus sophistiquée, alors que les Beatles, c'est en fait, on dirait pas, mais entre les Beatles et les Stones, c'est les Beatles les durs, qui viennent de familles de durs et d'une ville très dure qui est Liverpool. Ils viennent du quartier de Dingle, qui est le quartier des dockers d'ailleurs. Et donc, Liverpool va régner par la musique avec les Beatles et d'autres groupes. Et peu après, règne à nouveau lorsque la musique des Beatles, notamment, s'éteint à la fin des années 70, début 80, fin 60, excusez-moi. Début 70, la musique des Beatles commence à accuser le coup. Qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Il se passe que le club de Liverpool FC commence à régner sur l'Europe et sur le monde. Et depuis les années 60, ce sont des dizaines de trophées majeurs qui sont remportés par Liverpool FC et aussi par Everton FC, qui est le deuxième club de Liverpool. De la même manière, on peut voir que les Stones se font un nom dans les années 60, puis sont suivis de près par des tas d'autres clubs comme Sex Pistols, Madness, etc. Et qu'à chaque fois, l'extinction progressive de la notoriété de ces groupes-là va être concomitante avec la montée et la sortie et la prise et la montée en puissance de certains clubs locaux de football. Arsenal, West Ham, Tottenham, Queen's Park Rangers, Fulham, Crystal Palace, Chelsea. Chelsea, par exemple, les chansons de Madness sont jouées lorsque Chelsea gagne à la fin. La musique de victoire, c'est une chanson de Madness enfin, c'est la musique la plus connue avec une sorte de saxophone fou, là. Elle est très entraînante d'ailleurs. Et tous ces clubs-là ont. Ouais, voilà, One Step Beyond. Exactement, oui, merci. Et de la même manière, tous ces clubs-là ont une histoire particulière avec la musique et avec les sous-cultures, avec les mouvements culturels et musicaux qui avaient lieu dans les années 60, 70 et 80. On le verra un peu plus tard. Et enfin, Manchester. Manchester, c'est la ville de quel groupe connu? De Joy Division, puis ensuite de New Order, des Bee Gees, des Smiths, de Stone Roses, Buzzcocks, The Verve, Happy Mondays. Happy Mondays, très important groupe, la fin des années 80. Et c'est peut-être le groupe Happy Mondays qui est le plus important ici. Pourquoi? Parce qu'il a aussi beaucoup inspiré Liam Gallagher et donc Oasis par la suite. Le Happy Mondays était une mini-révolution dans la musique à l'époque. Il a beaucoup lancé la mode qu'on appelait Manchester, toute la vogue autour de cette discothèque qui s'appelait la Hacienda, qui, voilà, une petite discothèque dans une ville finalement secondaire d'un pays d'Europe, est devenue le centre de la musique électronique, la Hacienda à cette époque-là. Et ce succès musical, au moment où il commence à finir, 91, 92, il voit quoi? Il voit la montée de Manchester United ici, qui depuis a remporté des dizaines de trophées nationaux et européens. Et puis ensuite, maintenant, on en est à Manchester City, qui a pris la relève. Voilà, on peut voir un peu une sorte de continuité entre l'industrie, les docks, la musique et puis le foot.
1977, un autre point de repère important, c'est le début de la vogue Away Days et Casual. Away Days, c'est-à-dire déplacement. C'est le moment où la plupart des supporters locaux commencent à vouloir suivre en déplacement leur club. Les premiers qui font ça beaucoup, c'est ceux de Liverpool, parce que Liverpool gagne plusieurs fois leur championnat national, ce qui leur ouvre le droit de concourir dans le championnat d'Europe, qui à l'époque n'était pas la Ligue des Champions, mais la Coupe des Champions. Cette Coupe des Champions permet aux gens de Liverpool, ça c'est quelqu'un qui a raconté ça, qui s'appelle Dave Hewitson, c'est l'auteur de ce livre ici qui s'appelle The Liverpool Boys Are in Town, personnage très important, Dave Hewitson, qui explique tout cela parce que lui, il était en 77, il avait quelque chose comme 12 ans. Il est né en 62, donc il avait 15 ans. Il avait 15 ans, il commence à suivre son club avec ses amis dans les déplacements tout autour de l'Europe. Il faut savoir que Liverpool a une très mauvaise image en Angleterre. Ils sont accusés de plusieurs choses. Liverpool est accusé d'être une ville d'Irlandais, de catholiques, de voleurs et de gens pas assez patriotes. C'est vraiment, ça fait au moins quatre raisons pour les détester. Bon, ils sont accusés notamment d'être des voleurs. Il est vrai que souvent, quand ils sont en déplacement, les gens de Liverpool sont connus pour casser des bijouteries. Quand on tape ça sur Google, on retrouve des liens amusants. Liverpool, vol de bijouterie, enfin ce genre de choses. Ça donne, enfin voilà, les explications sont, tout est sourcé. Et dès lors, les jeunes de Liverpool se trouvent génial lorsqu'ils vont en déplacement les marques de sport des pays étrangers, de France, Kawe, le Coq Sportif par exemple, en Italie, LS, Sergio Tacchini, en France aussi Lacoste, bien sûr, très important, euh, en Espagne, Loïs. Finalement, et en Allemagne, Adidas notamment, à partir de 77, il y a une nouvelle vogue qui arrive en Europe, c'est que on commence à porter, quand on est un jeune, entre guillemets, d'avant-garde à la mode, on commence à porter des baskets qui sont en fait des tennis. Ça semble rien aujourd'hui comme ça, parce qu'aujourd'hui, même au bureau, on porte des tennis. Même dans un bureau d'une entreprise cotée en bourse, on porte des tennis. Tout le monde peut le vérifier. Or, vous pouvez demander aux gens qui ont connu cette époque-là, avant 77, il était hors de question de porter des tennis même dans la rue. Personne ne portait des tennis dans la rue. On portait des chaussures de ville en ville. On ne portait pas des tennis. Là, il y a un vrai mouvement qui prend naissance et qui se répand. Et qui commence par des gars de Liverpool qui achètent des Adidas en Allemagne et du Lacoste en France. Et qui trouvent ça génial de le porter pour signifier une sorte de montée, de montée dans leurs conditions sociales. Le phénomène racaille que nous, on a commencé à voir à partir du milieu des années 90, ce n'est pas du tout eux qui ont porté ce mouvement-là. Ce sont des jeunes Anglais avec des marques italiennes, françaises et allemandes dans les années 70. Bien. Et enfin, pour la petite histoire, pour rire un peu, les trois repères ici que vous voyez parlent notamment de la marque Adidas. Ici, vous avez le fondateur de la marque Adidas. Qu'est-ce que ça veut dire Adidas en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Adi Dassler. Adi Dassler, qui est ce monsieur ici qui a fondé la marque Adidas. Mais Adi, c'est pas un prénom, c'est un diminutif. Donc voilà, Adi Dassler s'appelle en réalité Adolf Dassler. Donc les gens qui portent des Adidas, ça portent des Adolf Dassler. Ils ne le savent pas toujours. Bon, voilà, maintenant ils le sauront. Et voilà, marque qui existe encore bien de nos jours. Hein. Voilà, toute la vogue casual détaillée dans un petit texte que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle qui s'appelle L'avenir de Lacoste et qui retrace un peu tout ce parcours dans lequel la marque Lacoste, la marque Adidas et la ville de Liverpool ont joué un grand rôle. Les premiers déplacements des supporters locaux pour suivre leur équipe dans les matchs à l'extérieur sont l'occasion en fait d'une nouvelle sous-culture, d'un nouveau petit mouvement qui aujourd'hui n'est plus symbolisé que par des vidéos à revoir, des choses à acheter, des films, des histoires à lire, mais qui souvent est né par des amitiés locales, passer du bon temps gratuitement ensemble, être des jeunes qui sont là aussi éventuellement pour se battre, mais aussi beaucoup pour passer du bon temps. Et je trouve que ces deux photos, ici à gauche, de supporters de Millwall dans un train et à droite, de supporters de Liverpool FC dans un autre train, des trains compartiments encore à l'époque, montrent bien cette liberté qui a animé ces pionniers-là. L'amitié, le goût pour les nouveaux vêtements, le goût pour les nouvelles musiques, pour les chants ensemble en chœur, puisque les stades et le supporterisme est l'occasion de chanter ensemble.
qui sont des grands moments. Lorsqu'on est ensemble, des potes, et qu'on est pour une équipe et qu'on a peur pour elle. Des temps de débrouille où parfois on fraude un peu le train ou alors on fabrique des faux tickets. Des tas de gens ont raconté ça dans leurs histoires, notamment Dave Hewitson dont je vous parlais tout à l'heure, mais beaucoup d'autres auteurs qui ont raconté leurs années de supporters et de hooligans. C'est tout à fait passionnant, débrouille et parfois baston, mais en tout cas la belle vie. Et finalement, ces hommes-là, en parlant d'une époque ou de lieux qu'on n'a pas connus, ont réussi, comme on dit que c'est les grandes œuvres qui arrivent à nous le faire, ils arrivent à nous donner la nostalgie de choses que nous n'avons pas connues. On a vraiment ça en lisant certains récits de supporters. Je sais pas, je pense à Andy Nichols aussi ou à d'autres. Andy Nichols, Everton, ou alors Mark Chester, Stoke-on-Trent, ce genre de choses. On pourrait en faire la liste si vous voulez. Et il y a une chose à voir aussi, c'est une certaine continuité dans ce que ces jeunes ont été. En 1980, fin 70, début 80, ils découvrent tout ça. Et ils commencent à porter des vêtements qui sont des vêtements de marque pour le golf ou alors pour le tennis, ou en tout cas des sports un peu CSP+, des sports qui se jouent souvent avec les mains, des sports pour la bourgeoisie et pour les gens aisés qui se jouent avec les mains, alors que les sports pour les gens pauvres ou le prolétariat se jouent avec les pieds comme le foot. Et finalement, ces gens-là veulent porter des hauts qui servent au golf ou alors des hauts qui servent au tennis. Voilà, enfin, ils portent des tennis d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu ça qui les a animés, c'est de, de s'arroger le prestige des sports CSP+. Et ce sont les mêmes pour certains qui vivent encore aujourd'hui, qui continuent à suivre leur équipe. C'est marrant que dans certains cas, même la photo avant-après a été prise, comme ici tout à gauche, ou ici des groupes de supporters de différentes villes. Ici c'est Chelsea, ici ce sont d'autres, West Ham et d'autres. Et en tout cas, pour eux, la passion restait la même dans la quête du vêtement, des bonnes musiques, du bon vêtement, avoir des vêtements qui doivent être de bon goût et qui doivent prendre un petit risque aussi. Et souvent, ces gens-là sont encore assez à l'avant-garde du point de vue de la prescription de marque et d'habillement. Ici, ce sont d'autres groupes de supporters. Vous voyez, des gens qui ont plus de 65 ans continuent à aller voir leur équipe en déplacement et souvent, quand il le faut, à se battre. C'est incroyable, ça, de voir ça. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre parce que ce n'est pas du tout notre mental à nous en France. Mais des gars qui ont 65 ans et qui sont tout à fait insérés socialement, qui souvent travaillent encore et en plus comme programmeurs ou comme ingénieurs des ponts et chaussées, le samedi, ils se mettent la rince et ils se battent et se disent des insultes pas possibles entre vieux même des fois. Ils se battent hein, dans la rue comme des chiffonniers. Ça existe encore, beaucoup moins que dans les années 80 à cause de tout le fichage par caméra. Mais bon, voilà, la passion est restée la même pour eux. Et voilà, contre toute attente, souvent, ce sont des gens assez socialement. On travaille la semaine et on est quelqu'un de bien sous tout rapport. Et le samedi, on se transforme, on met ce qu'on considère être ses plus beaux vêtements, en tout cas ses vêtements les plus stylés. Et on est avec ses potes, on boit un coup et voilà. Et s'il le faut, on montre que ici, c'est chez nous, quoi. Vous voyez? Voilà, c'est l'occasion de certaines places d'armes assez amusantes en Angleterre, par exemple, comme nous, ça peut être le cas entre Paris et la province. Le nord, le nord étant les régions Liverpool, Manchester et plus haut, même Burnley, Newcastle, etc., qui portent souvent des survêtements, des carreaux Argyle, c'est les losanges comme ça, contre Londres qui a longtemps gardé une culture beaucoup plus punk ou beaucoup plus skin avec les carreaux Vichy et chacun traitant l'autre de ringard. On peut voir ça dans un film assez amusant notamment qui s'appelle Arnaque, crime et botanique où ici vous avez le londonien avec son accent pas possible qui perd patience face à deux mecs du Nord qui sont très déconsidérés si vous voulez parce qu'ils sont vus comme étant des sortes comme on pourrait de beaufs ou de types mal habillés. Ils portent des survêtements, alors que l'autre, il a un peu un costume, qu'il est un homme fort. Et le gars de Londres, le cockney de Londres, issu de l'industrie, pense que les gens du Nord sont des clowns, quoi, alors que les gens du Nord trouvent que les gens de Londres sont gris, n'ont pas d'imagination pour le vêtement, etc. Bon, c'est les guéguerres un peu. On peut avoir à peu près les mêmes chez nous, entre Paris, Lyon, Marseille, vous voyez, ce genre de choses. Marseille, c'est notre nord à nous du point de vue de Paris, quoi, à peu près, on pourrait dire. Voilà. Et dans le style casual, juste pour aller très vite là-dessus,
toute cette culture autour du foot d'avant-garde. Fin 70, début 80, ça, c'est l'original. Ça, c'est des jeunes des années 70-80 qui portent des survêtements Tacchini, Lacoste, etc. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ça va vous rappeler la copie que nous, on a connue dans les années 90 en croyant que ces gens-là étaient des gens d'avant-garde. La fibre Kaira, ici au centre avec Cyr de Get Busy, le producteur d'un fanzine assez important dans les années 90 autour du hip-hop. Ici en bas à gauche, le film La haine avec Saïd Taghmaoui et celui qui joue le rôle de son frère, Lacoste, Tacchini, etc. Apparemment, c'était la première fois que des jeunes issus du prolétariat portaient des survêtements de marque. Pas du tout. Ça avait eu lieu. C'était déjà un truc vieux comme 25 ans. Donc ça datait, ça venait d'Angleterre, l'Angleterre pompant ce qui se faisait en France et en Italie notamment. La copie, c'est une copie Kaira. C'est une copie aussi Antifa, avec les Antifa qui aiment bien s'habiller en fait en casual, mais ils arrivent 25 ans après la bataille. Le bob, le haut de survêtement Adidas, la casquette Lylan Scott, etc. Et alors lui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle Monsieur Mollard, je crois, c'est un gars de Street Press, je pense, oui, qui aime bien parler contre R aussi. Et vous voyez, il est là avec son petit Lacoste. Je pense que l'extrême droite est dangereuse, avec ici un truc Ralph Lauren, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que ces gars signifient. Et quand ils sont pris la main dans le sac, en général, ces gens-là disent ouais, mais justement, c'est pour nous réapproprier quelque chose qu'on nous aurait confisqué. Bientôt, ils vont chanter la Marseillaise aussi. Bon, enfin, la spécialité souvent, c'est quand même, si vous voulez, le mouvement casual et ce texte, L'avenir de Lacoste, c'est une manière de démontrer par la chronologie qu'est-ce que l'avant-garde, qu'est-ce que l'arrière-garde. Voilà. Et qui est toujours à l'avant malgré soi. C'est toujours à l'avant la bande de potes, enracinés, patriotes, fiers de son Heimat, fiers de son petit village. C'est un peu Longeverne, vous voyez, dans la guerre des boutons. C'est Longeverne contre Belleran. Et ben, c'est ça souvent l'avant-garde, contre toute attente. C'est des petits gars qui font les choses dans leur coin. Un gars qui a bien expliqué ça aussi, c'est un ami de jeunesse de Alain qui s'appelle, c'est celui qui a écrit un bouquin qui s'appelle Contre-culture, Jean Rouzeau. Jean Rouzeau qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Contre-culture avec 2 C cette fois. Voilà. Encore un autre exemple, la marque Stone Island, actuellement très prisée de la racaille, cité, banlieue, très prisée Stone Island. Mais en fait, ça, c'est un truc qui a été fondé par un Italien dans les années 70 pour la bourgeoisie, qui a été récupéré par les casuals dans les années 90. Donc plutôt sur un mode patriote, avec toute l'ambiguïté de ce symbole de Stone Island, soi-disant une rose des vents. On peut aussi dire que c'est une croix celtique, une croix dans un rond, ou le symbole de l'OAS, vous voyez, ce qu'on appelle entre guillemets l'ultra-droite, bon, sans vraiment savoir ce que c'est, a beaucoup aimé cette marque aussi dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est la marque de qui? C'est la marque des rappeurs, c'est la marque des cités. Vous voyez, ils ont tous cette marque-là. Alors que, enfin voilà, il est comme s'il la découvrait, mais ça fait donc, ça commence à faire 40 ans que cette marque, elle est là. Et bon, je vais passer vite parce qu'on me fait signe d'aller plus vite. La culture Wydad, ce que je voulais dire sur cette culture, c'est que c'est probablement l'une des cultures les plus joyeuses et addictives qui existaient. À la base, c'est quand même être ensemble, être une bande de potes et être heureux. Et ici, je voulais simplifier une chose entre la France et l'Angleterre. Je voudrais simplement reprendre un aspect très important, c'est de voir que chez nous, on a beaucoup cru au combat social pour se regrouper, pour se rassembler, et eux ont beaucoup cru à l'exutoire, aller au stade pour eux. On n'est pas vraiment un pays de football, eux le sont beaucoup plus parce qu'en tout, ce que cherche ce pays, l'Angleterre, ce sont des exutoires pour supporter la vie telle qu'elle est contre eux. Alors que nous, on cherche le combat social pour renverser la vie, beaucoup plus, et notamment beaucoup par de la théorie. Ça fait que chez nous, il y a moins d'action, beaucoup de réflexion. Chez eux, il y a peu de réflexion, beaucoup d'action. Et finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Je ne sais pas. Est-ce que le but dans la vie, c'est de bien vivre sur le moment ou de bien vivre pour la génération future? Je ne sais pas. Ces choses-là ne sont pas vraiment entre nos mains. Mais c'est aussi l'occasion de voir que la France a souvent été un pays d'avant-garde et l'Angleterre un pays d'attentisme pour beaucoup de choses, et notamment dans quoi? Dans les guerres. Pensez que beaucoup de guerres entre la France et l'Angleterre, de batailles terribles, notamment Crécy, Azincourt, Waterloo, ont été des guerres où le côté français a voulu jouer l'avant-garde, a voulu attaquer. C'est un peu trop précipité. En face, contre des gens qui, en face, restaient immobiles, attendaient tranquillement, un peu lâchement et finalement plus efficacement.
Ça a été terrible au Moyen Âge que des chevaliers soient tués à la dague par des soudards, finalement. De la même manière, à Waterloo, ce qui est terrible, c'est que l'Angleterre prend une raclée. En réalité, c'est ça qu'on ne sait pas. Étudiez bien la bataille, vous verrez. La France a contre elle Angleterre, Hollande, Nassau, Brunswick, encore d'autres principautés allemandes, plus quoi, plus des bataillons écossais et d'autres. Et les Prussiens arrivent à la fin, et donc dès lors, la bataille devient une bataille de 1 contre 2, 1 contre 3. Mais lorsqu'elle était une bataille de 1 contre 1, l'Angleterre prend cher. Après, les vainqueurs écrivent l'histoire. Mais enfin, voilà, tout ça vaut le coup d'être relu éventuellement. Et bien, je passe vite, mais je voulais juste dire aussi une chose, c'est que sur les mouvements qui viennent du prolétariat et qui débouchent dans le foot, ces choses-là viennent de loin, viennent des modes des années 60, se transmettent au skin dans les années 70 et au casual des années 80. Et c'est vraiment le seul cas où des prolétariats ou un prolétariat a construit une culture. Or, quand on lit les penseurs marxistes qui se sont vraiment intéressés à ce sujet-là, eux disaient que le prolétariat ne peut pas fonder de culture, que seule la bourgeoisie le peut parce que la bourgeoisie est la seule qui a la conscience de soi. Donc, seule la bourgeoisie, par exemple, va commander des peintures pour se mettre en scène, va commander des portraits, vous voyez, ce genre de choses. Le prolétariat anglais, c'est un des seuls qui a eu la conscience d'être ce qu'il était, qu'il en était fier et qui voulait rester comme tel. Et notamment toute la mouvance mode ou skin, c'est une mouvance qui dit on est habillés comme des ouvriers et on en est fiers, c'est bien, c'est nous qui avons raison, c'est ce qu'il y a de plus stylé. Regardez, c'est nous les plus stylés, on est fiers, on va prendre la relève de nos parents, regardez comme on est classe, etc. Et puis ça se retourne un peu à partir de années 80, années 70-80 avec le casual, avec des jeunes issus des milieux pauvres qui disent nous, ça ne va pas être pareil, on va devenir des riches. Nos industries ferment, il y a la Thatcher qui arrive, elle va fermer les mines et elle va mettre tout ce monde-là dans des travaux de bureau et on va devenir des bourgeois. Et ils en prennent en fait le pli dès leur jeunesse. Tout ça, c'est un peu un symbole et une sorte d'intuition, d'inspiration peut-être magique qu'avaient ces jeunes. Mais comme souvent, l'histoire du vêtement dit beaucoup plus de choses que le simple tissu qu'on porte sur soi. Et souvent, l'habit fait le moine. Quelques films pour comprendre, je vous recommande beaucoup de voir ces 3 films-là, This is England, Trainspotting et Neil by Mouth. Trainspotting qui est en fait notamment vu comme une histoire sur l'histoire de la drogue en Écosse et de la drogue dure, de l'héroïne, mais c'est aussi un film sur l'évolution de la musique de la Cold Wave vers l'électro et les raves de 1987, à partir de 1987, où il y a vraiment un tournant. Le film commence par un morceau très connu, enfin, par Lust for Life de notre ami des Stooges, comment il s'appelle? De Iggy Pop, Iggy bien sûr. Pop. Il finit par un morceau d'électro. C'est vraiment, enfin bon voilà, c'est vraiment un film monde. Et Neil by Mouth que je recommande aussi beaucoup, que je recommande beaucoup pour notamment les gens qui l'ont fait, qui ont été à l'origine de ça, qui sont Gary Oldman, Irving Welsh et ici Ray Winstone. Euh, des gens empreints de foot, il faudrait que je puisse vous parler plus en détail de leur biographie, mais on me fait signe d'arrêter. Ça fait que je ne peux pas vous parler du football pour la partie des stades. Tiens, mais parce que. Ouais, ouais, ouais. Ok, très bien. Je vous conseille beaucoup de regarder les films avec Ray Winstone, notamment Neil by Mouth. Ray Winstone qui joue Monsieur French, Monsieur Français, dans le chef-d'œuvre aux 4 Oscars de Martin Scorsese, The Departed, Les Infiltrés. Il est ici grand supporter de West Ham et quand il parle avec son vrai accent, il a vraiment l'accent cockney à l'ancienne, ancien boxeur de haut niveau. Et vous avez aussi les films pour rigoler qui sont les films de hooligan. Alors, Football Factory, The Firm, on rigole parce qu'ils ils surjouent, si vous voulez, les acteurs dedans, et ils sont surhabillés. Personne ne s'habille non plus comme ça, ils n'ont pas le survêt complet pour aller se bastonner contre Millwall. Non, c'est pas vrai. Et tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation, disait un situationniste célèbre, c'est-à-dire que tout ce qui a été directement vécu par ces hommes-là, la baston, le away days, prendre le train, se battre contre l'autre, envahir la pelouse, monter par-dessus les barrières, se faire charger par... C'est une vie... Enfin, la vie de hooligan et de away days, on peut dire, mais c'est vraiment des imbéciles qui se battent, c'est vraiment scandaleux. Mais en réalité, quand vous comprenez ce que c'est de l'intérieur, ne serait-ce que quand vous êtes pris dans une manif, par exemple, avec la police charge, et même encore mieux quand c'est la police montée, vous comprenez ce que c'est l'adrénaline et en fait le kiff de ça. Et il faut comprendre que pourquoi des gens sont devenus hooligans? Parce que
À 15 ans, ils sont pris là-dedans. La police montée les charge, ils leur lancent une brique, ils se retrouvent dans une allée, ils courent avec 50 de leurs potes qui crient des trucs derrière, ils rentrent dans un pub, ils sortent par la fenêtre. Enfin, il y a le vêtement, il y a la musique, il y a toute une vie extrêmement effervescente, enfin, effervescente et une vie vivante vraiment qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui par écran interposé. Et c'est pour ça que c'est ce qui explique tous ces jeunes qui ont écrit des livres pour parler de leur vie passée, c'est que c'est une vie qui a été extrêmement forte et ils sont tombés accros de la baston comme on tombe accro de la drogue. Et souvent d'ailleurs, ces gens qui ont été accros de la baston ne se sont pas drogués. Ici, quelques livres pour approfondir le sujet. Des livres de hooligan ici en bas. Le meilleur étant celui que m'avait recommandé de lire absolument notre ami Dimitri Corias de la rédaction. Il m'avait dit, mais comment ça, tu ne connais pas Football Factory? Tu dois lire Football Factory. Football Factory étant le premier livre écrit par un hooligan sur ses années passées, qui est un mec de Chelsea. Et il est disponible en français d'ailleurs. Je l'ai ici. Et bon, voilà, ça vous met vraiment dans le bain pour comprendre ce que c'est enfin, la force et la puissance de tout ce mouvement, pourquoi le football est aussi important, aussi addictif, qu'est-ce que ça draine derrière, qu'est-ce que ça signifie comme révolte, etc. Je conseille aussi éventuellement, bon, mais ça, il n'existe qu'en anglais, The Liverpool Boys Are in Town de Dave Hewitson, qui aide à comprendre tout le mouvement, mais plus du point de vue de la culture, des vêtements, de la musique, des déplacements, etc. C'est aussi très intéressant. Quelques mots sur les joueurs emblématiques aujourd'hui en Première Ligue. Ils sont ils vivent dans un relatif anonymat. Il y a beaucoup de turnover. Des joueurs jouent 2 ans quelque part, 2 ans ailleurs, et puis ils s'effacent et on les oublie. Et c'est beaucoup du mercenariat. Ils sont de plus en plus payés et ils ne sont pas spécialement investis dans leur club. Ça n'a rien à voir avec ce qui existait avant. Les joueurs emblématiques des années 92-2002, ici dans l'ordre en haut de gauche à droite, nous avons Cantona, puis Gascogne. Lui, c'est Wayne Rooney. En bas à gauche, Stuart Pearce. Et à droite, Vinnie Jones. Vinnie Jones qu'on peut voir dans le film Snatch de Guy Ritchie. C'est celui qui joue un soudard très énervé. Ces joueurs emblématiques étaient des joueurs avec une attitude sur le terrain, une attitude de résistance à la douleur. On peut le voir notamment chez Cantona, qui est un joueur qui était très bon techniquement, très endurant, qui a tout gagné, mais qui, lorsqu'il était taclé, jamais il ne se serait roulé par terre en simulant la douleur. C'est quelqu'un qui a été taclé très durement, notamment par Vinnie Jones, qu'on a vu juste avant, et qui se faisait un point d'honneur, même s'il avait très mal, à se relever immédiatement et à lever la tête face à l'Anglais qui mesurait une tête de plus que lui. Et c'est aussi pour ça que Cantona a été à ce point aimé. Il était bon techniquement, il a été très aimé à Manchester, là où il était, mais aussi parce qu'il était un dur et il l'a montré plusieurs fois, on va le voir. Il a été le 11 janvier 95 exclu et en fait ce geste très violent contre un supporter qui venait de le traiter, citation de fucking French piece of shit, je ne sais pas ce que ça veut dire, a fait que Cantona s'est fâché. Vous imaginez ça aujourd'hui, mais quel joueur irait se fâcher pour avoir été traité sale bâtard de français, fucking French bastard. Cantona a fait ce coup de pied là, très connu, terrible. L'équipe l'a bien sûr tout de suite lâché et Cantona a été exclu des terrains plusieurs mois. Il a payé une amende très chère en plus. Le jour de son retour, le 1er octobre 95, plus de 6 mois plus tard, ça a été vraiment le retour du roi. Et dès lors, il a été surnommé le roi à Manchester dans son pays. Regardez en arrière-plan, qu'est-ce qu'il y a? Fleuri en arrière-plan, quoi? Des drapeaux français, il faut quand même le faire, d'être aussi bon, aussi dur que des gens de Manchester, vraiment la ville la plus anglo-anglaise d'industrie du coton, de francs-maçons et de lad vraiment durs, célèbre le français Cantona avec des drapeaux français, enfin, avec une grand-mère qui dit Eric is back. Enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose, quoi. Et c'est vraiment ce qui explique la notoriété de Cantona et la confiance en lui qu'il a eue en arrivant en Angleterre, c'est d'avoir été aimé pour ses compétences, mais aussi pour ce qu'il était profondément. C'est quelque chose d'impensable aujourd'hui. Cela au point que quelqu'un comme Liam Gallagher, le leader du groupe Oasis, a même fait un clip sur le personnage de Cantona. Il faut le faire parce que Gallagher est un supporter depuis l'enfance de Manchester City, qui est l'ennemi juré de Manchester United, le club de Cantona. Et je ne sais pas si on peut voir ce clip ici. Bon, sur un autre support, en fait, si cette conférence sera peut-être faite ultérieurement, ce sera l'occasion de montrer une partie de ce clip. Mais c'est un clip pendant lequel Liam Gallagher célèbre Cantona comme le roi avec des paroles d'une chanson qui dit en gros, tu as été le meilleur dans ta catégorie. Et quand tu étais le meilleur, tu pensais que tu pourrais refaire ça toute ta vie. Mais hélas, c'est ça qui est tragique dans la vie, c'est qu'on ne peut le faire qu'une fois.
le canevas de cette chanson Once, très belle chanson Once de Liam Gallagher que je vous recommande, dans laquelle on voit un Eric Cantona méditant avec un verre de vin sur ses belles années passées, avec une couronne sur la tête. The King. Voilà. Est-ce qu'on va le voir? Enfin, bon, la chanson, c'est une belle, franchement, c'est une belle chanson aussi, et le clip est pas mal, et ça vaut le coup de. Enfin voilà, c'est vraiment quand on a la gloire française en Angleterre. Il a fallu le faire quand même parce que c'est un pays dans lequel il faut faire, enfin, il faut faire ses preuves du point de vue technique parce que le niveau est très élevé, et il faut quand même, pour se faire aimer, être quelqu'un, quoi. Ça s'improvise pas non plus. Cantona a été ces deux hommes-là, et avec le succès qu'on a vu. Et bon, c'est pas, sinon, Michael, c'est pas grave, ouais, on va reprendre. Mais voilà, ici, je voulais montrer le tacle terrible de Vinnie Jones, cet homme-là qu'on voit dans Snatch. Ça, c'est un extrait de Snatch. Vous voyez qui c'est, Vinnie Jones? C'est ce gars. C'est un type d'origine gitane irlandaise, avec une tête pas possible, une violence. C'est un défenseur, hein. Il jouait à Wimbledon à l'époque, et il a joué aussi à Chelsea. Une violence terrible dans ses tacles, et il se faisait un point d'honneur à casser les jambes des adversaires. Et là, en plus, il était contre le français, The Frenchie, le français adulé de la moitié nord de l'Angleterre. Il voulait vraiment le démolir. Et là, ici, j'avais mis un extrait vidéo d'un tacle de Vinnie Jones sur Cantona, et Cantona qui s'en relève immédiatement avec enfin, vraiment avec une abnégation, une résistance à la douleur incroyable. Une autre réussite française, c'était juste pour se faire plaisir. Arsène Wenger, pas l'oublier, le petit gars d'ici, de l'Alsace, qui a remporté tant de trophées avec Arsenal. Lorsqu'il est arrivé, enfin, il était très méprisé des autres entraîneurs qui disaient: mais qu'est-ce que c'est que ce type, ce Français qui vient chez nous? Il va voir quel est le niveau ici. On n'est pas du tout là pour rigoler. Je ne comprends même pas pourquoi Arsenal a fait appel à lui. C'est quand même quelqu'un qui a tenu la dragée haute à Sir Alex Ferguson et à tout l'argent de Chelsea pendant des années. Franchement, chapeau. Je voulais montrer un exemple de succès enraciné qui a été peut-être avec Francesco Totti à l'AS Roma, un des seuls contre-exemples d'une montée de la partie mondialisée du foot et de la partie, enfin de la partie fric du foot finalement, avec Wayne Rooney, né à Croxteth, de quartier irlandais de Liverpool, fan d'Everton depuis son plus jeune âge, qui est formé par le club et à 16 ans monte pour la première fois sur le terrain et marque contre Arsenal. Et lui seul met fin à une série très longue d'invincibilité d'Arsenal à cette époque-là, en octobre 2002. Pour la petite histoire, il est ici avec des jeunes de l'ancienne école où il allait, l'école Jean-Baptiste de La Salle. Vous voyez les petites écoles catholiques de Liverpool qui s'appellent Jean-Baptiste de La Salle. Bon, elle n'existe plus aujourd'hui, mais enfin voilà, la fierté locale qui joue localement et qui devient un avant-centre de premier plan. Euh, je voulais faire une petite aparté sur le hooliganisme pour comprendre ce que ça a pu être dans les années 80. Le degré, c'était pas quelque chose de toujours très violent. On ne le comprend pas comme ça. Et ça, le livre qui en parle très bien, c'est Football Factory. Mais c'était l'idée de montrer la liberté complète qu'avaient ces hommes-là et qui, en fait, suite à plusieurs désastres générés par les hooligans, finalement, sans le vouloir, ces gens-là ont fait naître par leur guerre des boutons, finalement, leur guerre Longeverne contre Belleran, ils ont fait naître la répression par les caméras et par la société de surveillance. C'est-à-dire que la liberté la plus totale a donné la société de surveillance la plus totale. C'est-à-dire que de nos jours, il y a dans les stades toutes les places assises obligatoires, vous ne pouvez plus vous mettre debout, des caméras partout, une identification numérique de chaque personne qui entre, et des tas d'autres règles semblables à celles qui existent dans les avions, par exemple notamment sur le bannissement. Vous faites un seul franchissement de ligne, vous êtes banni à vie du stade. Alors que dans les années 70-80, des hooligans qui enjambaient la pelouse pour aller se battre avec ceux d'en face et sauter donc la barrière d'en face étaient bannis un mois. C'est quand même fou, quoi. Je voulais montrer un débordement avec des exemples anciens, y compris filmés. Mais c'est pour vous dire, les gars étaient chargés par la police montée sur la pelouse. Enfin, c'est quelque chose d'impensable aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, un exemple de débordement aujourd'hui que je voulais montrer, on peut passer celle-là, ici à Leeds,
un seul débordement aujourd'hui, c'est-à-dire que je voulais montrer qu'un supporter de l'équipe adverse qui s'est un peu déplacé et qui vient au bord de la barrière, il est attrapé par les vigiles puis par la police qui le tordent, qui le sortent, qui le tractent, qui le sortent du stade et il va payer amende, il va aller en tôle et il sera banni à vie du stade alors il s'est juste un peu penché au-dessus de la barrière. On a changé de planète de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, le petit encadré vous permettez de retenir certains aspects, notamment à savoir que les sous-cultures racontent l'histoire politique d'un pays du point de vue d'un peuple. Les sous-cultures, lorsqu'elles sont racontées par ceux qui l'ont vécu, en fait, c'est la petite histoire. Il y a la grande histoire avec des traités, des guerres, des accords, etc. Et puis, il y a la petite histoire vécue par les gens comme vous et moi. Une série très intéressante chez l'éditeur Hachette, c'était dans les années 60, 50 à 70, c'était la vie quotidienne des Français sous la vie quotidienne des Français sous Henri IV, sous Louis XIV. C'est une de mes préférées parce que vous voyez les gens vivre leur vie quotidienne. Et de la même manière, ces sous-cultures-là nous apprennent comment les gens du peuple vivaient, qu'est-ce qui les mettait en colère, qu'est-ce qui les mettait en joie, etc. On avait des spectateurs et des joueurs vraiment durs dans les années 70, 80, 90 qui soudain, fin 90, se mettent à se rouler par terre en appelant l'arbitre ou se plaignent des paroles d'un chant offensant. Sur le modèle vraiment de l'aviation, les stades sont devenus le lieu de règles extrêmement intrusives. Voilà ce que je pouvais ici résumer rapidement parce qu'on doit aller très vite et ça nous amène donc sur le stade lui-même, qui est un sujet assez intéressant parce qu'un stade peut être un très bel endroit de gens qui sont ensemble, qui chantent tous une même voix, peut être un très beau lieu, vous voyez, avec ces virages, ces foules, l'idée peut-être d'un empyrée, si on veut être un peu poète, vous savez, un empyrée, c'est le lieu du paradis chez Dante notamment. On voit des millions et des millions de gens assemblés comme ça. Ce que je voulais montrer, c'est simplement que le stade est le lieu de la société de surveillance qui monte. Hier, c'était le lieu où on se mettait debout dans le vent, puis on a été debout avec un toit au-dessus, et puis ensuite on a été assis avec un toit au-dessus, et tous les stades, tels qu'ils sont transformés peu à peu, prennent le chemin. Juste diapositive précédente, juste c'est pour montrer un truc, encore précédente, pardon, c'est pour montrer que l'avenir, ce sera des stades qui finiront par être complètement fermés. C'est un symbole aussi, mais vous voyez, dans la société de surveillance, avant, on a quelque chose de très ouvert, même physiquement, même géographiquement, même concrètement. Et puis peu à peu, on arrive dans une société de plus en plus fliquée, de plus en plus fermée, de plus en plus filmée, et fermée même au plan des bâtiments et des bâtiments recevant du public, comme les stades. Oui, on peut passer, merci Michael. Et ici, je voulais montrer aussi une chose sur cette diapositive, merci beaucoup, c'est que ici, vous voyez des stades qui avant étaient au milieu des gens, qui appartenaient quelque part au peuple, avec un peuple qui était étagé sur des gradins qui allaient jusqu'au bord de la pelouse, sont aujourd'hui transformés, expropriés, dans des stades qui sont reconstruits ailleurs, souvent dans des friches où il n'y a rien, il n'y a pas d'habitation autour directement. Les gens, ça c'est West Ham, les gens de West Ham sont furieux contre leur stade, ils détestent leur stade, qui est un stade trop grand, dans lequel on ne s'entend pas, dans lequel on ne voit pas la pelouse d'assez près. Et quelque part, leur foot leur a été confisqué. C'est ce qui est une souffrance terrible pour des gens qui tiennent à leur club d'anciens ouvriers métallurgistes comme West Ham. Quelque part, les prix des places ont décuplé. Et puis, ils ont été expropriés. Ils se sentent. Il y a des manifestations. Il y a eu une manifestation la semaine dernière contre ça. Une chose qui illustre aussi le passage d'une société assez dure à une société vraiment très fliquée et très calfeutrée, c'est l'état des pelouses. Avant 97, il n'y a pas de drainage ou de système de chauffage des pelouses par des lampes LED lorsqu'elles ne servent pas. Et donc, ça fait que les joueurs jouaient dans la boue. Et même se rouler dans la boue, à certains, enfin, certains matchs finissaient en bain de boue quasiment. Vous voyez, en bataille, ce qui est apparemment de nos jours enfin, ouais, il paraît qu'il y a un sport féminin qui consiste à se battre dans la boue aussi. Et les pelouses après 97, qui sont des sortes de gazons extraordinaires d'un vert enfin, voilà, surréel, voilà, par des rouleaux qui sont apportés là et avec des systèmes de drainage améliorés. Je voulais montrer aussi d'autres choses qui sont plus du point de vue esthétique assez importantes, qui est l'aspect des beaux stades et des stades rêvés. Ce sont des stades où les gradins arrivent très près de la pelouse et où le foot appartient vraiment à ceux qui ont payé la place, quoi, quelque part.
le spectacle appartient aux spectateurs locaux qui ont le droit de jouir d'un beau spectacle, comme ici à United ou à Liverpool. Et sur la diapositive suivante, vous pouvez voir que, par exemple, le club de Everton, ici, un grand club de Liverpool, a reconstruit son stade dans un autre endroit et qu'un des aspects pour se rendre compte de la confiscation progressive du foot par les normes et par les instances, c'est que des stades qui étaient construits pour être debout et qui étaient donc en pente douce jusqu'à la pelouse deviennent des stades en pente très dure avec des pentes de 35 degrés, de 34,99 degrés ou pourcent. La limite légale étant 35%, et donc qui ne permettent pas de se mettre debout. Si vous mettez debout pour célébrer un but, vous risquez deux, trois petits problèmes comme ce problème ici. Attention aux chutes. Bien. Et, euh, et alors, pour considérer un beau stade, le test, c'est le test de la photo prise au ras de la pelouse. Est-ce que le foot appartient aux spectateurs avec cet arrière-plan assez beau, finalement, de spectateurs massés tous ensemble que vous voyez regarder le match, comme ici, à droite en haut ou à droite en bas, ou est-ce que ce que vous voyez, c'est simplement des écrans publicitaires? Est-ce que le foot a été vraiment complètement euh, confisqué par des grillages et de la publicité, ou est-ce qu'il appartient encore un peu aux spectateurs? Ça, c'est le vrai sujet test pour considérer la beauté d'un stade. On le voit, il y a davantage d'espace publicitaire dans les stades, à plusieurs niveaux, au ras de la pelouse, mais aussi aux étages intermédiaires. C'est pour ça que les nouveaux stades sont construits, c'est pour qu'ils puissent répandre davantage de messages publicitaires. C'est un des critères de la construction de nouveaux stades. Et enfin, comprendre que beaucoup de places, pour qu'elles rapportent plus et qu'elles soient vendues 800, parfois 900 euros la place, sont des places qu'on appelle premium, c'est-à-dire des places qui sont, ici c'était pour vous donner une idée de ce que c'est une place premium, c'était une petite vidéo, mais des places premium, c'est des places dans des lieux couverts où vous recevez un repas, où vous avez des boissons à volonté et où vous avez votre place sur un siège avec un coussin, en gros. Enfin, vraiment, le truc pour le pisse-froid qui va s'asseoir comme ça et qui ne va pas chanter. Enfin, les trucs qui ne servent à rien. C'est ça aussi qui a un peu confisqué le foot à ceux qui l'aiment vraiment. C'est que c'est donné à des comités d'entreprise pour éclater un client ou ci ou ça, quoi. Les stades, notamment ici West Ham et ici Tottenham, vous voyez qui vous préviennent comme des petits-enfants à l'entrée. Ici, on est une famille. Ici, on est ensemble. Ici, pas de messages méchants hein, dans vos champs. Pas de attention à ce que vous allez dire, etc. Alors que c'est West Ham, le truc des ouvriers métallurgistes. Quoi. Il est hors de question de dire sale pédale d'arbitre, quoi, fucking fagot ou des ce genre de choses. Vous voyez? Et vous êtes encouragé. Je ne l'ai pas photographié. Je ne l'ai pas photographié ici. Ouais, enfin, il y a écrit Mind your language, soignez votre langage. Mais il y a d'autres panneaux qui vous encouragent à dénoncer toute parole offensante ou comprise comme telle. Vous avez entendu quelque chose d'offensant pour les trans? See it, say it, sorted. C'est-à-dire, regardez-le, rapportez-le et ce sera réglé. Vous voyez, il y a vraiment l'encouragement à la délation, mais ça c'est un truc très anglais, c'est leur côté hypocrite, ça c'est vraiment leur défaut, le côté hypocrite. Nous, notre défaut c'est d'autres trucs, mais s'il y a vraiment un défaut là-bas, c'est cette hypocrisie. Ici, je voulais parler rapidement d'un truc qui était la sociologie d'un stade, le Parc des Princes. Pour faire simple, il y avait deux virages comme ça, Boulogne, Auteuil, la tribune présidentielle, la tribune Paris. La tribune Paris, les anonymes, tribune présidentielle, les riches, assez communautaire, cette zone-là. Pour les officiels aussi, et pour les gens très riches, les gens, enfin voilà, des gens de l'État aussi qui viennent regarder le foot pour parler tout en même, pour parler à un potentiel client, pour je ne sais pas lui vendre des armes, ce genre de choses. Et en tout cas, des gens qui n'aiment pas le foot vraiment, et des endroits où des gens comme Gérard Darmon ou comment il s'appelle l'autre celui qui a joué, qui a chanté Les Amants de Saint-Jean, Patrick Bruel, aiment bien se faire photographier. Mais bon, ils chantent pas beaucoup, je sais pas pourquoi. Et vous voyez, et c'est vraiment un symbole parce que ces gens-là ont été les arbitres ici au milieu de deux parties qui sont Boulogne et Auteuil, et qui ont été Boulogne, le virage des Blancs, et Auteuil, le virage des Black Blanc Beurre, qui est devenu de plus en plus black et beurre au fur et à mesure du temps. Parce que finalement, le pouvoir a fait monter Auteuil contre Boulogne dans les années 90 et 2000. Ça a été très violent, mais ça a été des vraies demandes en haut lieu qui ont été passées, et des moyens ont été mis pour ça, et faire notamment qu'en déplacement, ce soit seulement Auteuil, des gens de Auteuil qui soient présents. Ça a été terrible, ça a tué des pauvres gens, Yann Laurence par exemple, ou des gens comme ça. Ça a été effroyable. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est que dialectique de l'histoire, tous ces gens en déplacement qu'on voit ici à Dortmund, les gens du virage Auteuil, se sont organisés et se sont, il faut le reconnaître, assez bien organisés pour ce qui est de la discipline. Et c'est très drôle de voir finalement que les virages, entre guillemets, de gauche, qui était le virage Auteuil, mais de gauche sociétal, et qui a été le virage Black Blanc Beurre, nous, on est pas racistes. Lorsqu'il a fallu qu'ils se disciplinent pour faire forte impression dans les déplacements
à Dortmund et cette année penser qu'ils ont gagné à Arsenal, qu'ils ont battu Arsenal, qu'ils ont battu Aston Villa, enfin tous les clubs anglais contre lesquels d'habitude PSG perd. Cette année, ils ont tout gagné. Et ça a donné lieu à des choses qui ont beaucoup étonné les Anglais, c'est de voir la discipline de ces supporters-là. Dialectique de l'histoire, des gauchistes et des Black Blamber, pour faire forte impression en déplacement, se sont calqués sur un ordre qui est un ordre allemand. Un ordre, on ne le voit pas ici parce que c'est une petite vidéo, mais si vous regardez ça sur YouTube, vous mettez PSG en déplacement ou PSG virage déplacement. Vous les voyez battre des mains, sauter dans un ordre parfait. Or, cette manière d'encourager l'équipe, c'est une manière qui vient d'Allemagne et un peu à la marge de Pologne. C'est pas du tout un truc, en tout cas, c'est pas du tout un truc anglais. Vous voyez pas ça du tout en Angleterre. Le côté Ostdeutschland, ces trucs-là, c'est des machins de O6, des machins de Dortmund, des manières d'encourager qui sont typiques de voilà. Et comme quoi, voilà, c'est assez drôle de voir que le pays qui est vu comme le pays d'extrême droite par les imbéciles, eh ben, a ordonné la discipline de nos amis Black Blamber récupérés par la gauche du pouvoir, quoi. Et enfin, je voulais faire aussi un aparté, mais je sais que Alain est très calé là-dessus, sur la partie sociologie de l'équipe de France par les morphologies. Je voulais faire remarquer plusieurs choses, tout de même, sur l'équipe de France. C'est que comment on peut comprendre l'équipe de France actuelle quand quelqu'un est un footix, ce qu'on appelle un footix, ou dans le graffiti, quelqu'un qui ne connaît pas le graffiti et qui veut en faire quand même, on dit que c'est un toy. Bah, quelqu'un qui parle de foot et qui ne le connaît pas, on dit que c'est un footix. Et de la même manière. Eh bien, quand un footix regarde l'équipe de France, il dit, mais en fait, il n'y a que les Noirs qui sont bons. Nous, on est nuls. Vous voyez, quand il voit l'équipe de France. Ce qu'il ne comprend pas, c'est d'où ça vient. Je peux en parler rapidement parce que je sais très bien d'où ça vient. J'ai joué au foot aussi et j'ai vu le processus se faire. J'ai joué en foot, mais je veux dire, entre amis dans les mini-stades. Les mini-stades ouverts au public dans les grandes villes, c'est les endroits où vous pouvez jouer quand vous êtes, des habitants d'une grande ville, des jeunes qui habitent dans une grande ville. Le public qui vient jouer, c'est le public souvent qui habite en bas des tours. Ça crée une certaine ingénierie sociale. Ça veut dire que si vous êtes Griezmann, vous pouvez jouer, ouais, vous allez être bon techniquement, mais vous n'allez pas avoir cette emprise d'attitude dure que vous pouvez avoir Cantona. Ça va se jouer autrement, parce que vous allez avoir contre vous non pas des individus, mais des groupes. Une ingénierie sociale tournée contre vous. Ce n'est pas spécialement qu'il y aura un racisme anti-blanc tourné de manière structurée et pensé contre le seul blanc qui joue, mais c'est que le foot étant un sport de contact, s'il y a des contacts durs, souvent il y a des haussements de voix et des séances d'intimidation. Si elles ont lieu contre le seul brave blanc dit français du mini-stade, ça peut être un moment d'écrasement psychique pour ce gars-là. Et ça peut faire que des tas de jeunes carrières ont été tuées dans l'œuf, en réalité, par cette ingénierie sociale de merde qu'il y a en France. Et qui fait que c'est toujours les plus nombreux, les plus durs, mais les plus durs collectivement, et non pas les meilleurs individuellement, techniquement, qui prennent le dessus dans les mini-stades. Ça, c'est un truc qu'il faut vivre pour le comprendre, comment ça se passe. Un mec comme Griezmann a pu survivre et jouer en équipe de France parce qu'en fait, il s'est barré de France, il a été formé en Espagne. On peut citer l'exemple de certains autres joueurs, mais pensez qu'au moment de la catastrophe de 2010, où il n'y avait plus que des Caïras en équipe de France, et Thierry Henry, qui était censé les canaliser et qui n'a rien fait, comme souvent dans une catastrophe, celui qui est le vrai salopard de l'histoire, c'est celui qu'on ne voit pas. Pas seulement les Caïras qui ont fait ce qu'on appelle des coups de pression, mais en tout cas, ces gens-là ont beaucoup nui à d'autres joueurs français qui étaient bons. Celui qui était appelé Boys Band, là, Gourcuff, ou alors un peu plus tard, ils ont aussi bien fait chier Giroud. Mais lui, Giroud, quand même plus costaud mentalement, il a réussi à devenir le meilleur buteur et à battre au compteur en passant Thierry Henry, ce qui me fait bien plaisir. Et donc ici, je voulais parler de la partie conscience grégaire étrangère beaucoup plus forte, parce que c'est une conscience de groupe et de certains non-dits qui sont l'exclusion, l'intimidation, l'inhibition. Je ne peux pas tout dire parce que c'est filmé et tout ça, mais c'est vraiment un truc terrible pour les Blancs, les Guers, les Baptous. Il y a quelque chose de foncièrement de violent et de violent lâche. Vous voyez, c'est même pas violent un contre un, c'est violent dur et lâche et méchant par l'inhibition, et par toutes les petites saloperies qui sont hélas, voilà, qui vivent dans ce qu'on appelle la rue. Juste pour revenir en arrière une dernière fois, c'était de dire que l'équipe de France, pour moi, c'est l'actualisation de ce rapport de force truqué, de ce rapport de force de merde qui est initié dès l'enfance dans les mini-stades. On a l'exemple pour ça de ces Gourcuff, Giroud, Griezmann et d'une certaine manière Zidane.
c'était le dernier de sa catégorie. Le virtuose d'origine kabyle qui a donné des prénoms français à ses enfants, en fait, ce mec-là, c'est le bout du bout du bout de ma génération à moi, en réalité. Et moi, enfin, je ne veux pas parler de moi, mais je comprends très bien la mentale de Zidane et de sa famille et de ce qu'il a voulu faire. Et remarquez une chose, c'est que cet homme-là, Zidane, qui était un virtuose technique, est extrêmement humble, parlait pas fort, il s'imposait pas, il faisait pas de cirque. Et surtout, quand il était interviewé, qu'on lui demandait de parler sur des sujets du style les banlieues machin, il disait très simplement et calmement, mais c'est pas un sujet qui est de mon ressort. Je suis un footballeur, j'ai pas à parler de sujets qui sont hors de mon domaine de compétences. Attitude vraiment, vous voyez le degré d'humilité aujourd'hui, n'importe lequel Kaira qui est bon 2 ans va dire je ne sais quoi et poster tout ça sur les réseaux sociaux. On a vraiment changé de planète là aussi. Et les footix, eux, concluront toujours qu'en France, seuls les Noirs sont doués. Mais c'est comme ça, voilà, seuls les vrais savent. Et je voulais aussi parler d'autres aspects du stade, comme la restauration, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence. Et enfin, pour finir, je voulais dire que le stade est vraiment un thermomètre social qui mesure une vie moins organique, plus aseptisée, plus robotique, avec toujours le côté, comme on l'a entendu lors du Covid, vous faites ça non pas seulement pour vous, mais pour votre sécurité. C'est un peu un lieu d'avant-garde du contrôle social, d'innovations qui sont reprises ensuite dans les transports, notamment aériens et dans l'urbanisme. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour finir? Que c'est le lieu aussi de l'identité numérique et que c'est le lieu d'un certain dumping social par les nouveaux abonnés au stade, tous les footix qui forcent les historiques à payer 10 fois plus cher leur place au stade, alors que c'est leur stade à eux, quoi. C'est quand même une certaine aussi un certain parallèle avec la violence sociale, économique que nous vivons nous aussi avec le dumping social et professionnel. Bien. Et enfin, pour finir là-dessus, parce que je crois que j'ai un peu trop duré, je voulais vous dire que de la liberté au contrôle, d'un spectacle populaire local à un divertissement de masses anonymes, surveillé par l'identité numérique, le football ressemble parfois à un laboratoire de la domination politique, son seul concurrent sérieux dans ce domaine étant le transport aérien. Ce laboratoire, quand on prend du recul, est le lieu d'une lutte entre, pour simplifier, la publicité, les spectateurs et le terrain. Phénomène qu'avait très tôt compris la chaîne des petits malins Canal+, en investissant dans le football et aussi curieusement dans la pornographie, tout en noyant l'ensemble dans du second degré, Joker qui permettait de passer miraculeusement du statut de chaîne de beauf, ce qu'elle était réellement, Canal+, à celui de chaîne pour bobos sophistiqués. Mais il n'y a qu'un pas entre le petit con, le petit con et le vieux con. La France et l'Angleterre, ici dont on a un peu parlé, sont deux pays actuellement grevés de dettes, d'impôts et remplis de colère populaire qu'il faudra suivre au cours des semaines et des mois qui suivent, parce que les médias leur promettent, dit-on, une guerre civile. Ce sont deux pays qui ont toujours traité différemment leurs problèmes. Regardez 1980, cette date-là. C'est la date où Thatcher vient d'arriver en Angleterre depuis 1 an, et c'est la date où, dans 1 an, va arriver Mitterrand. Dans les années 80, en France, la vie semblait encore assez douce. Et dans les années 80 en Angleterre, au début 80 en tout cas, elle semblait très dure. Parce que Thatcher a pris des mesures très dures pour passer d'une situation industrielle minière à une situation de service et de service au service. Mais finalement, sur le long terme, là ici, c'est peut-être un petit peu opinion impopulaire, Thatcher a plutôt fait du bien à l'Angleterre et l'a développé sur le long terme, tandis que Mitterrand nous a fait un mal énorme, un mal immense par SOS Racisme et tout ce que l'on sait. Et donc, quelque part, les solutions chirurgicales dures sur le moment portent de meilleurs fruits sur le long terme. C'est ce qu'on pourrait voir, peut-être, on verra quels seront les choix que prendront ces deux pays qui souvent prennent des choix diamétralement opposés. Pour finir, enfin, on voit que la culture populaire, dévorée par le système, doit à chaque génération innover, retrouver le chemin d'une nouvelle contre-culture d'élite qui sera absorbée en culture officielle du système de masse et aseptisée, elle-même à nouveau défiée par une nouvelle contre-culture organique venue d'en bas. Ce type de lutte entre le haut et le bas est peut-être même l'une des définitions de la grande politique. Et ce sera tout. Je vous remercie.